François Aubailly est praticien hospitalier aux Hospices civils de Lyon et tu vas nous parler donc de stéatopathie métabolique, de maladies du foie liées à l'alcool et d'hépatite virale. Merci François, on t'écoute. Merci Alexandre, bonsoir à tous. Donc effectivement, on va commencer par une première étude qui concerne à la fois les stéatopathies métaboliques et l'alcool. C'est une étude publiée toute fin 2024 en décembre et qui va s'intéresser à l'impact d'une consommation modérée d'alcool sur l'histoire naturelle de la stéatopathie métabolique. Donc c'est une étude de cohorte espagnole et une cohorte de dérivation espagnole confirmée par une cohorte de validation aux États-Unis. Donc le principe de cette étude est de sélectionner des patients porteurs d'une stéatopathie métabolique, stéatopathie définie par un CAP supérieur à 275 décibels par mètre. Parmi ces patients, on recueille l'ensemble des facteurs métaboliques, des facteurs de risque cardiovasculaire associés, et on va s'intéresser à leur consommation d'alcool. Donc, sur le plan méthodologique, la consommation d'alcool est évaluée par des questionnaires qui sont envoyés à tous les patients inclus, et puis par des entretiens téléphoniques qui recueillent la consommation d'alcool sur une durée moyenne de 1 à 3 mois. Vous voyez le diagramme un petit peu de cette étude. Donc on part au départ avec ce seuil de CAP au-delà de 275. Parmi ces patients donc, qui sont considérés comme ayant une stéatopathie métabolique, eh bien, un certain nombre d'entre eux vont avoir une consommation d'alcool très faible, 0 à 4 unités par semaine, qui seront le groupe de référence, une consommation modérée, 5 à 9 unités d'alcool par semaine, et une consommation d'alcool plus importante de 10 à 13 unités d'alcool par semaine pour les femmes et jusqu'à 20 pour les hommes, qui vont être la consommation plus importante. Et puis, au-delà de ces seuils de consommation, eh bien, on passe sur la définition de la méthode. Alors, si on regarde le diagramme de flux, vous voyez que c'est des cohortes importantes, 12 000 patients au départ, 6 000 patients inclus dans la cohorte avec un CAP supérieur à 275, 4 000 patients n'ont pas de stéatopathie métabolique, mais vous voyez que parmi eux, la consommation modérée d'alcool, elle est quand même présente dans près de 6% des cas. Et puis, dans le groupe qui va nous intéresser avec un CAP supérieur à 275 décibels, eh bien, vous voyez qu'on va s'intéresser au nombre de facteurs de risque cardiovasculaire auxquels sont exposés ces patients. Parmi ceux-ci, eh bien, un peu plus de 2000 patients ont une MASLD avec une consommation d'alcool qui sera très faible dans la majorité des cas, faible dans un bon nombre de cas, et vous voyez quand même que près de 15% des patients qui sont porteurs de cette MASLD ont une consommation modérée d'alcool. Alors si on regarde l'impact, et ça ce sont les données les plus intéressantes de cette étude, on regarde sur le graphe de gauche, finalement en ordonnée vous avez la consommation d'alcool et en abscisse vous avez la fibrose en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire. Le premier point qui est vraiment important, c'est que vous voyez que finalement, lorsqu'on a peu de facteurs de risque cardiovasculaire, eh bien, la consommation d'alcool a un impact, puisqu'on passe jusqu'à 12% de fibrose significative chez ces patients-là. A l'inverse, les patients qui ont une très faible consommation d'alcool, vous voyez que le risque cardiovasculaire, le nombre de risques cardiovasculaires a un impact sur l'histoire naturelle de la maladie. Et on arrive à ce graphique qui est très intéressant, qui montre que finalement, plus on consomme et plus on a de facteurs de risque cardiovasculaire, plus on a un risque évolutif de développement de la fibrose dans cette MASLD. Le diagramme de droite s'intéresse à l'activité, puisque c'est le score FAST qui est évalué sur ce graphique. Et vous voyez que, là encore, ce qui est intéressant, c'est que l'alcool est assez bien corrélé à l'activité de la MASLD. Et donc, on décrit dans cette étude un effet qui décrit comme supra-additif de la consommation d'alcool et des facteurs de risque cardiométaboliques chez les patients porteurs d'une MASLD. Alors, que tirer de cette étude ? Eh bien, premier point, à mon sens, c'est que finalement, chez nos patients atteints de stéatopathie métabolique, globalement, il n'y a pas de consommation sûre d'alcool et on voit qu'il faut sûrement être vigilant à ce niveau-là. Le deuxième point, c'est que ça nous incite vraiment à proposer une évaluation précise de la consommation d'alcool chez les patients atteints de stéatopathie métabolique et probablement à l'inverse s'intéresser aux facteurs métaboliques chez nos patients qui ont une consommation excessive d'alcool. Et donc aujourd'hui, au vu de ces données,
ne peut que recommander l'abstinence chez les patients atteints de MASLD, et puis surtout inciter à dépister la fibrose chez ces patients, qu'ils soient avec une stéatose ou avec une consommation excessive d'alcool. La deuxième étude, je l'ai sélectionnée finalement essentiellement par rapport à la première, parce qu'elle vient un petit peu en contrepoint de ce que j'ai raconté tout de suite. C'est une étude qui va s'intéresser aux outils pour évaluer la consommation d'alcool chez les patients porteurs de stéatopathie. Donc, vous connaissez tous le phosphatidyléthanol, c'est un marqueur direct de la consommation d'alcool, marqueur qui a plusieurs avantages, une grande sensibilité, une très bonne spécificité, et qui va couvrir de façon quantitative une consommation d'alcool entre 3 et 4 semaines avant la date où il est réalisé. C'est un test qui est fait dans plusieurs centres maintenant en France. Il se fait à partir d'un prélèvement sanguin au bout du doigt sur buvard. Donc, cette étude danoise s'est intéressée à 2900 patients à risque de stéatopathie, soit du fait de leur facteur de syndrome métabolique, soit du fait d'une consommation d'alcool. Une étude sur la consommation déclarée d'alcool a été faite chez l'ensemble des patients, sur la semaine précédant l'entrée dans l'étude, sur les 3 mois précédant l'entrée dans l'étude, et puis ils avaient tous un score d'audit. Et vous voyez que les résultats de phosphatidyléthanol étaient séquencés, moins de 20 nanogrammes par millilitre, en gros c'est une consommation absente, et puis ils avaient fait des sous-classes pour avoir quelque chose de quantitatif sur l'évaluation, en sachant qu'au-dessus de 200 nanogrammes par millilitre, on considère qu'on a une consommation excessive. Et que montre cette étude? Vous voyez que sur les petits graphiques, sur les petits rectangles en rouge, eh bien, on voit qu'il y a quand même une sous-estimation par le self-report des patients sur leur consommation d'alcool, sous-estimation qui est surtout importante finalement chez les patients qui ont une consommation excessive d'alcool. Et vous voyez que dans le groupe métabolique, il y a quand même plus de 10% des patients qui sous-estiment leur consommation d'alcool. Et si on prend l'ensemble de ces MASLD, vous voyez qu'il y a près de 40% des patients atteints de stéatopathie métabolique qui ont un PET supérieur à 20 nanogrammes par millilitre, dont plus de 7% ont une consommation très excessive. Donc ça, c'est un élément intéressant qui vient vraiment en complément de ce que j'ai raconté tout à l'heure. Comment évaluer la consommation d'alcool chez nos patients atteints de stéatopathie métabolique? C'est une vraie question. Je ne suis pas du tout sûr qu'il faille promener le PET chez tous les patients, mais en tout cas, ça incite à poser la question, à interroger nos patients sur leur consommation d'alcool en y passant du temps. Alors, on va continuer sur ces stéatopathies, mais cette fois-ci en parlant d'un test de dépistage de la fibrose hépatique, cette fois-ci en population générale. Vous savez que c'est un enjeu important pour les pathologies. La MASLD est un enjeu de santé publique important, ça concerne un nombre important de patients. On est à l'aube d'avoir des traitements accessibles pour ces patients. Et tout l'enjeu dans la filière de soins actuelle, c'est de pouvoir identifier dans la population générale des patients qui ont une fibrose significative et qui devront être référés à un hépatologue pour pouvoir bénéficier d'un traitement. Actuellement, la plupart des études reposent sur un test qui est le FIB4. Vous savez que ce FIB4, on a un seuil très bas qui permet d'éliminer avec certitude la fibrose. On a un seuil à 3,67 qui est plus haut, qui est assez bien descriptif, qui est assez discriminant pour prédire la fibrose. Puis par contre, entre-temps, on a une zone grise où finalement il faut aller faire une élastométrie ou renouveler le FIB4. Donc l'enjeu finalement aujourd'hui, c'est de dire est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un test facilement accessible en population générale qui soit plus prédictif pour orienter les bons patients à l'hépatologue. Et donc cette étude, elle est très intéressante puisqu'à partir de cohortes prospectives multicentriques, eh bien, le but est de développer et de valider un nouveau test, un test qui s'appelle LiverPro, qui va être un outil flexible et automatisable. Donc en fait, comment ça marche ce test? Vous avez entre 3 et 9 tests sanguins de routine, vous rajoutez l'âge, et on a créé comme ça de multiples algorithmes qui vont être adaptés aux outils des laboratoires au quotidien. Et globalement, le LiverPro, ce ne sera pas toujours le même algorithme, mais ce sera un algorithme qui sera adapté aux ressources locales qui seront plus ou moins développées dans les laboratoires où il va être utilisé. Et si on regarde donc les résultats de ce test, donc il a été comparé à la fois dans les cohortes de développement et dans des cohortes de validation
aux autres tests actuels, bien sûr le FIP4, l'ELF, qui est un test qui est très coûteux, et puis au Liver-Risk, qui est un test plutôt asiatique qui a été développé, qui est assez performant. Et vous voyez que si on regarde en termes d'air sous la courbe, aussi bien pour la fibrose significative que pour la fibrose extensive, eh ben, on a des aires sous la courbe qui sont très bonnes, très largement au-dessus de 0,8 et qui sont équivalentes finalement à ce que propose l'élastométrie, ce qui est quand même très, très, très performant. Ce test, il fait aussi bien effectivement que le Liver-Risk, qui est très performant. Il prédit très bien les événements hépatiques et donc c'est quand même un outil qui peut être prometteur, avec un avantage clair qui est qu'encore une fois, il va être adapté à chaque situation locale, il peut être automatisable, et puis il est certifié par l'Union européenne. Donc un outil qui est peut-être prometteur dans notre pratique courante. Alors on va passer maintenant, toujours sur la MASH, sur les perspectives thérapeutiques. Donc vous connaissez un peu ces cibles thérapeutiques dans la MASH. On ne va bien sûr pas faire toutes les cibles ce soir, on n'a pas le temps. Et donc vous voyez que j'ai mis des petites flèches pour cibler les molécules dont on va parler. En haut, vous avez les analogues de GLP-1 et les coagonistes de GLP-1. On aura les agonistes des récepteurs thyroïdiens dont on attend bien sûr beaucoup actuellement. On dira un petit mot par ailleurs sur les analogues de FGF21 et un tout petit mot sur les agonistes PIPAR. Alors on commence, à tout seigneur, tout honneur, j'aurais tendance à dire, par les analogues de GLP-1, le sémaglutide. Donc le sémaglutide, vous le savez, a une AMM en France pour le diabète de type 2 à plus faible dose, a une AMM dans l'obésité pour des IMC supérieurs à 35 avec une attente de remboursement. Donc c'est un produit qu'on connaît bien. Il y a des études antérieures qui ont montré son bénéfice dans la MASH, et là on a eu cet été les résultats de l'étude de phase 3 Essence, qui a donc pour objectif de valider le bénéfice dans la MASH. Donc la population d'inclusion était une population assez classique dans la MASH, beaucoup de surpoids, un BMI qui est plutôt au-delà de 35, plutôt des populations asiatiques et blanches. Et puis, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que quand même 70% des patients avaient une fibrose supérieure à F3, ce qui est un élément important. Donc les résultats, ils sont relativement connus, ils sont assez éloquents. Vous voyez que là, on a, comme dans toutes ces études sur la MASH, on évalue la résolution de la stéatohépatite sans aggravation de la fibrose. Et vous voyez qu'on est à près de 63% de résolution de la stéatohépatite dans cette étude. Et puis si on s'intéresse à la fibrose, les résultats sont bien sûr moins spectaculaires puisque le temps est moins long. Et bien vous voyez qu'on est quand même à plus de 35% d'amélioration de la fibrose. Et ces résultats sont confirmés sur les marqueurs non invasifs qui évaluent la fibrose en parallèle. Donc c'est des résultats qui sont très encourageants. De façon attendue, les patients perdent du poids. Vous voyez qu'on a moins 10% de perte de poids très significatif par rapport au placebo. Et puis, on a un bénéfice sur quasiment tous les facteurs de risque cardiovasculaire, l'hypertension, l'hémoglobine glyquée et le bilan lipidique. En termes de tolérance, on connaît les effets secondaires. Les effets secondaires sont pratiquement similaires entre le placebo et la molécule dans ce cas-là. Il y a peu d'effets secondaires graves, ils sont équivalents dans les deux bras. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, alors même qu'on sait que la tolérance digestive peut être un obstacle avec ce sémaglutide, en particulier à forte dose, et alors que dans cette étude, les posologies de sémaglutide ont été augmentées progressivement jusqu'à 16 semaines pour atteindre la dose maximale, vous voyez que plus de 80% des patients ont pu rester à leur posologie efficace jusqu'au bout du traitement. Donc des résultats qui sont très encourageants et c'est vrai qu'on attend avec impatience la mise à disposition de ce médicament. Toujours finalement dans le même ordre d'idée et de façon assez proche, on reste dans les agonistes du GLP-1, mais cette fois-ci un coagoniste, glucagon GLP-1. Alors cette étude c'est pareil, elle date de 2024, mais je l'ai mise parce qu'il y a quand même une actualité, puisqu'on vient de savoir que ce tirzépatide vient d'avoir une autorisation de mise sur le marché et un remboursement dans l'obésité avec un BMI supérieur à 35 en France. Donc là, c'est les résultats de l'étude de phase 2 qui s'intéressent donc à l'impact de ce tirzépatide sur la MASLD et la MASH. Et vous voyez que 3 bras de traitement avec 3 doses différentes de tirzépatide
versus placebo. Les résultats sont là encore éloquents. Résolution de la MASH sans aggravation de la fibrose, vous voyez qu'à 15 mg de tirzépatide, on a plus de 60% d'amélioration de résolution de la MASH. Pour la fibrose, vous voyez que entre les différents, l'effet dose est moins net, mais vous voyez qu'on a plus de 50% d'amélioration de la fibrose avec cette molécule, très significativement supérieure au placebo. Et puis, là encore, ça marche très bien sur le poids, c'est ce que vous voyez à gauche, et puis ça normalise massivement les transaminases, donc c'est là encore un produit qu'on va attendre et qu'on a hâte de pouvoir utiliser. Alors, on continue sur ces molécules. Le resmétirome, donc l'agoniste sélectif des récepteurs bêta de l'hormone thyroïdienne. Donc là encore, l'étude de phase 3 elle a été publiée en 2024, mais il semblait quand même difficile de ne pas parler de cette classe pharmacologique aujourd'hui, puisqu'on est à la veille d'avoir un programme d'accès en France pour la MASH avec le resmétirome. Donc il y a une sous-analyse de l'étude Maestro-NASH, donc l'étude de phase 3 qui a été publiée cette année en 2025 et qui s'intéresse finalement à un sous-groupe de patients qui sont le sous-groupe des patients qui sont diabétiques et qui reçoivent des traitements antidiabétiques de type GLP-1, dont on vient de parler, ou SGLT2, et puis qui s'intéresse aussi à l'impact du poids sur resmétirome. Et donc la question était de savoir finalement, est-ce que chez ces patients diabétiques qui ont déjà un traitement qui peut être potentiellement efficace sur la MASH, est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser le resmétirome? La réponse elle est claire. Vous voyez qu'on a sur les graphiques là la résolution de la MASH sous analogue de GLP-1 en haut et sous SGLT2 en bas, et vous voyez que le bénéfice il est indiscutable, et c'est la même chose sur la fibrose, donc il n'y a pas de perte d'efficacité chez ces patients diabétiques traités, avec une tolérance qui est tout à fait satisfaisante. Et si on regarde ce qui se passe avec le poids, eh bien sûr que la perte de poids elle est moins importante sous resmétirone que sous sémaglutide, mais néanmoins vous voyez qu'il y a plus de patients qui perdent du poids sur resmétirone. Ce qu'on constate aussi, c'est que chez les patients qui perdent du poids, l'effet est plus important, c'est-à-dire qu'il y a plus de résolution de la MASH, il y a une amélioration plus importante de la fibrose. Pour autant, en l'absence de perte de poids, l'efficacité du resmétirone persiste vis-à-vis du placebo, et donc on ne considère pas que le resmétirone est un effet lié au poids. Donc globalement, ces résultats sont intéressants, ils ouvrent quand même sur une idée, c'est qu'on a un mécanisme d'action qui est différent des molécules précédentes, et on se dit qu'il pourrait y avoir un sens complet à associer ces molécules. Alors on va passer plus vite sur les deux dernières molécules. Donc là, c'est des molécules qui sont en phase 2. Vous savez qu'il y a eu plusieurs analogues de FGF21, les fructifermines qui ont été testés en phase 2. Là, c'est une étude qui s'intéresse donc à l'efimosfermine, qui est un analogue de FGF21 à demi-vie prolongée. Donc l'intérêt de ça, c'est que finalement, c'est une injection toutes les 4 semaines. Donc en termes d'observance, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc c'est une étude américaine, randomisée contre placebo. Et vous voyez qu'on teste différentes doses et différents schémas d'utiliser cet analogue. Et globalement, vous voyez qu'à partir du moment où il y a une dose supérieure à 75 mg par 4 semaines, eh bien, on a une efficacité très, très significative sur la stéatose, puisque là, c'est la mesure de la quantité de graisse dans le foie par IRM qui est mesurée, et que la plupart plus de 70% des patients ont une décroissance de la stéatose de plus de 50%. La tolérance est plutôt bonne, et donc c'est une piste intéressante, possiblement en association avec d'autres médicaments. Et puis je finirai sur cet axe thérapeutique par les analogues de PIPAR. Donc, on connaît bien les hépatologues, les analogues de PIPAR, avec en particulier la CBP. On sait qu'il y a eu d'autres analogues de PIPAR qui ont été testés dans la MASH avec des succès un peu mitigés dans le passé. Là, il s'agit du lanifibranor, qui est un agoniste pan-PIPAR. Il y a une étude de phase 2 qui a montré, il y a quelques années, qui montrait un bénéfice. Il y a une étude de phase 3 qui est plus ou moins en cours. Et là, c'est vraiment une étude qui est ciblée sur son impact métabolique, sur l'impact métabolique de cette molécule. Il s'agit de patients de diabète de type 2 avec une masse seule, vous voyez qu'il y a un petit effectif, c'est comparé à du placebo, et l'objectif c'est de montrer que
sous l'anifibranor, effectivement, on a un impact significatif sur la réduction de la muscle et que l'ensemble des facteurs métaboliques s'améliorent, l'insulinorésistance, la sensibilité à l'insuline au niveau du muscle, les différents facteurs cardio-métaboliques, HbA1c, le bilan lipidique. Et la tolérance est bonne, le seul problème, c'est qu'effectivement, ces molécules ont tendance à faire prendre du poids, ce qui est un petit peu problématique et qui demande à être poussé. Alors, il y aura peut-être une place en association, mais en tout cas, pour l'instant, voilà où on en est sur ces analogues de PPAR. Donc, voilà, on a fait le tour un petit peu des classes pharmacologiques dont je voulais parler aujourd'hui. Pour finir, je vais quand même vous parler un peu de virus, avec deux études. La première sur l'hépatite C, aujourd'hui on ne peut plus parler de traitement dans l'hépatite C. L'enjeu dans l'hépatite C, c'est plus de traiter les patients, c'est d'aller chercher les patients qui ne sont pas traités. Vous savez que les stratégies de dépistage sont multiples. On sait qu'en population générale, toutes les études de dépistage sont globalement un échec, en particulier dans les pays occidentaux. Et on est plutôt actuellement à travailler sur des stratégies de micro-élimination dans des populations à risque. Une des approches qui est intéressante, c'est le dépistage au sein des services d'urgence. Il y a plusieurs études qui ont été proposées dans les pays anglo-saxons, en Espagne. Et j'ai choisi cette étude parce que c'est vraiment une grosse étude très bien faite sur le plan méthodologique. C'est une étude randomisée, ce qui est rarement le cas dans ce type de situation. Donc, vous voyez que c'est une étude américaine, 3 gros services d'urgence aux États-Unis. L'objectif est de comparer 2 stratégies au service d'urgence, soit un dépistage non ciblé où on propose à tous les patients consultant aux urgences un dépistage de l'hépatite C, soit un dépistage ciblé à partir de facteurs de risque. Et puis, à partir de ça, on évalue ensuite le lien vers le soin, combien sont dépistés et combien sont traités. Donc vous voyez que c'est des effectifs qui sont conséquents. On voit qu'on propose environ à 7000 patients des dépistages. Et globalement, qu'est-ce qu'on constate ? Dans le bras dépistage non ciblé, finalement, on va dépister un peu plus de monde et in fine, on va avoir plus de patients dépistés positifs. Ça, c'est un point important. Dans le bras ciblé, effectivement, on va sélectionner des patients. On en dépistera moins, mais in fine, on récoltera, on aura moins de patients positifs. Ce qui est quand même intéressant, c'est ce qui se passe après. Donc effectivement, en termes de dépistage et sur le plan épidémiologique, il y a un net bénéfice au dépistage non ciblé. Le problème, finalement, c'est le devenir des patients. Et que ce soit les patients dépistés en non ciblé ou les patients sur la stratégie ciblée, finalement, il y a une minorité des patients qui vont aux soins. Alors, il y en a peut-être un petit peu plus lorsqu'il y a un dépistage ciblé, probablement parce qu'ils sont un peu plus concernés par la problématique. Mais in fine, vous voyez qu'il y a 9% de ces patients dépistés qui ont atteint une réponse virologique soutenue. Donc la vraie problématique, c'est que l'idée est très bonne. L'enjeu, c'est qu'il faut se donner les moyens pour que ces patients dépistés aux urgences, ils aillent aux soins. Et c'est un enjeu important. Et puis pour finir, rapidement, un petit mot sur l'hépatite B. Donc on est en train de travailler sur les nouvelles recommandations de l'hépatite B à la FEF. On a eu les recommandations européennes récemment. Vous savez qu'il y a beaucoup de progrès qui arrivent vis-à-vis des traitements de l'hépatite B. Et je voulais mettre cette étude qui est peut-être un peu pointue, mais qui est intéressante parce qu'elle illustre probablement l'avenir de ce qu'on va être amené à faire dans l'hépatite B. Donc c'est une étude donc, sur des patients atteints d'hépatite chronique B qui, vous voyez, évaluent 3 médicaments finalement. Le premier, c'est l'élebsiran, c'est un siRNA qui va inhiber la synthèse de l'antigène HbS. Le deuxième qu'on connaît bien, c'est l'interféron pégylé, un immunomodulateur. Et puis le troisième, c'est un vaccin thérapeutique. Alors le design de l'étude est un peu compliqué. En gros, il y a 3 cohortes de patients qui vont recevoir soit interféron pégylé seul, soit une association interféron pégylé siRNA. Et puis il y a un bras un peu particulier qui sont des patients pré-traités par une association vaccin siRNA et qui vont être retraités par la bithérapie PEG-siRNA. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ça, le graphe sur la gauche, c'est les décroissances de l'antigène HbS. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que effectivement, ce traitement il dure 48 semaines et qu'on arrête tous les traitements.
que tous les patients sont sous NUC au départ, bien sûr. On arrête tous les traitements et on voit ce qui se passe. Et ce qui est quand même très intéressant, c'est que vous voyez que si on regarde les taux de perte de l'antigène HBS, vous voyez que c'est très significatif, puisqu'on arrive dans certains groupes à plus de 40% de perte de l'antigène HBS 6 mois après l'arrêt des traitements. Et que le bras finalement qui donne les meilleurs résultats, c'est les patients qui ont répondu à une vaccination thérapeutique et qui vont bénéficier de l'association elebsiran PEG-interféron. Donc, c'est des éléments qui sont très intéressants. C'est sûr que ce n'est vraiment pas de la prise en charge au quotidien, mais je pense qu'il faut qu'on se prépare petit à petit à ces stratégies thérapeutiques combinées dans l'hépatite B avec l'objectif d'avoir une guérison fonctionnelle et une perte de l'antigène HBS. Voilà, j'en termine là. Merci François, merci beaucoup pour ce bel exposé. Riche, avec beaucoup de nouveautés, c'est bien, c'est stimulant. Quand on nous a dit il y a quelques années qu'on allait être au chômage parce que les patients avec hépatite C seraient tous guéris, on voit qu'on est quand même un peu loin du compte. Donc, écoute, quelques questions à te poser par rapport à ces différentes pathologies. Bon, j'ai presque envie de commencer par l'hépatite B puisque c'est le dernier sujet que tu évoques. Alors, évidemment, cette vaccination thérapeutique, ça fait un moment qu'on l'attend, c'est extrêmement stimulant et ce sera discuté à l'occasion des journées de préparation aux recommandations françaises de février. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Comment toi, qui es vraiment un super expert du B, François, comment tu vois un petit peu l'agenda? Parce que c'est un peu la question que nous posent nos collègues gastro-entérologues et que nous posent nos patients, en nous disant bah, finalement, sous NUC, ça se passe plutôt bien, mais quand est-ce que je vais guérir, quoi? Tu arrives avec ton équipe à nous donner une petite idée de l'agenda pour savoir quand est-ce qu'on pourra envisager la guérison de ces patients à l'arrêt des traitements, bien entendu. Alors l'agenda, il est bien sûr compliqué. Il est bien sûr compliqué. Et puis si on regarde ce qui s'est passé pour l'hépatite C, on a bien vu que l'agenda, on l'avait prédit, puis d'un seul coup, ça a basculé en 2 ans. On a quand même des éléments qui ont avancé. On a des ARN interférons avec le bepirovirsen qui ont démontré un bénéfice sur la perte d'antigène HBS. C'est des médicaments qui vont être... les phases 3 sont terminées, donc on va avoir des résultats prochainement. Donc je pense qu'on va commencer de façon raisonnable à pouvoir envisager d'associer d'autres traitements à nos analogues de NUC. Et je pense que l'enjeu, il est là. Après, là où je pense que c'est compliqué d'avoir un agenda précis, c'est qu'il faut trouver la bonne combinaison. Et qu'une des grosses difficultés dans les essais thérapeutiques, ça a été justement de pouvoir avoir la capacité d'associer différentes molécules qui avaient des modalités d'action différentes, qui étaient fabriquées par des fabricants différents. Et du coup, c'était compliqué de faire tous ces essais. On voit qu'on commence à y arriver. On voit que quand on associe toutes ces molécules, effectivement, on perd l'antigène HBS de façon très, très significative. Donc, moi, j'aurais tendance à être un tout petit peu optimiste en restant prudent, c'est-à-dire qu'on n'est quand même pas à l'abri qu'une de ces associations, dans les 5 ans qui viennent ou dans les 3 ans qui viennent, nous montre des taux de perte de l'antigène HBS de 70% et avec une le calendrier comme ça très vite. Donc, en tout cas, c'est mon espoir. Ah oui, c'est extrêmement encourageant. C'est extrêmement encourageant. Alors, j'ai bien aimé l'étude DETECT du JAMA qui montre bien la question du dépistage pour l'hépatite C, mais j'ai presque envie de dire du dépistage de toutes les maladies du foie, parce que ce que tu nous as présenté ce soir est dans la stéatopathie métabolique et ses liens avec la consommation d'alcool et les hépatites, ça donne envie de dépister les maladies du foie de manière générale. La fibrose extensive, alors tu as parlé de ce score LiverPro qui est intéressant, qui montre des performances diagnostiques qui sont probablement un petit peu supérieures au FIB4 et à d'autres éléments. L'impression qu'on en a quand même, c'est que ces tests, ils marchent bien. On en a beaucoup qui marchent bien. L'idée, c'est dépister la fibrose, dépister la fibrose, dépister la fibrose. Quel que soit l'outil, je serais presque tenté de dire, je ne sais pas quel sera le positionnement de LiverPro dans les années qui viennent en France et dans les autres pays, mais on a maintenant tous les outils simples, non invasifs, pour identifier les patients, en particulier au cours de la stéatopathie métabolique, qui vont avoir une fibrose extensive et qui maintenant sont susceptibles de pouvoir bénéficier d'un traitement. Donc ce message de
d'évaluation précise, quasiment technologique, je dirais, de la fibrose, il est important de le souligner. Alors, par rapport à ces molécules dans la stéatopathie métabolique, bon, on voit qu'on a maintenant un arsenal thérapeutique qui se développe, c'est intéressant. Tu as souligné le fait qu'actuellement, on n'a pas de remboursement, hein, mais il est probable que ce qu'on évoque ce soir ne sera plus vrai dans quelques mois, hein, on peut l'espérer. Moi, j'ai quand même le sentiment, en t'écoutant, qu'on a maintenant vraiment un peu deux classes thérapeutiques, quoi. Les classes thérapeutiques qui vont vraiment entraîner une perte de poids très importante, et ce sera leur effet principal, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'auront pas aussi un effet peut-être un peu plus spécifique sur le foie, et puis des molécules qui, elles, sont plutôt centrées sur un effet hépatique premier, je dirais, et qui peut-être par ailleurs peuvent entraîner une perte de poids. Ça ouvre vraiment la porte à des combinaisons thérapeutiques importantes. Dans ta pratique, alors évidemment, on n'a pas de remboursement par rapport à l'utilisation des analogues, alors seuls ou combinés du GLP-1. On rappelle quand même que c'est un traitement chez les patients qui sont obèses qui est à la charge des malades, hein, puisqu'il n'y a pas de remboursement, donc c'est évidemment compliqué. J'ai le sentiment, moi, que beaucoup de patients, finalement, ne sont pas prêts à mettre ces 300, 400 euros par mois. C'est compliqué. J'imagine que c'est une situation que tu rencontres aussi très régulièrement. Il y a quand même une hétérogénéité, visiblement, quand on discute un petit peu entre nous, les pathologues, avec certains endroits du territoire où certains patients sont peut-être un peu plus enclins à payer tout ça. Comment tu fais en pratique, toi? Alors, les patients diabétiques, c'est peut-être un petit peu plus simple parce que même si les doses sont différentes, on a l'appui de nos collègues endocrinologues. C'est des molécules que tu prescris, toi, actuellement, ces analogues du GLP-1 et co-analogues? Alors, il m'arrive de les prescrire, mais nous, on travaille quand même de très près avec nos collègues endocrinologues. Il est clair que chez un patient diabétique de type 2, s'il a un diabétologue, je l'adresse au diabétologue en lui disant ce serait quand même bien d'utiliser cette prescription, avec quand même, moi, dans mon expérience, un bénéfice, y compris à la dose, à la posologie diabète, si je puis dire. Oui, Il y a quand même des patients qui n'avaient pas forcément des maladies hépatiques sévères qui se sont très nettement améliorés, qui ont perdu du poids aux posologies du diabète. Donc ça, je pense que c'est un petit peu là qu'on a l'expérience. Après, on a quelques patients qui ont eu accès au programme d'accès au sémaglutide dans l'obésité, qui ont eu quelques centres où là, effectivement, il y a eu un bénéfice qui est assez spectaculaire. Ce qu'on constate aussi, c'est que quand on arrête, ça a tendance à repartir. Oui, donc on voit bien qu'on part sur des traitements chroniques. Et moi, quand même, ce que je trouve très intéressant, en particulier sur cette étude-là dont on a parlé, c'est que, comme tu le dis bien, on a l'impression qu'on a deux axes. Et qu'il y a cet axe, effectivement, GLP-1 ou coagoniste, où il y a effectivement l'impact important sur la perte de poids, et puis qu'on a quand même plein d'autres molécules qui vont agir sur les composantes inflammatoires, sur la fibrose, et on voit qu'il y a un champ qui est très ouvert sur des associations thérapeutiques. Donc moi, là encore, je trouve que je suis un peu impatient, j'aurais tendance à dire. Oui, je suis un peu impatient. Extrêmement Alors, encourageant. avec aussi, pour rebondir sur ce que tu disais sur le dépistage, que ce soit pour l'hépatite C ou que ce soit pour le dépistage de la fibrose dans la mâche ou dans l'alcool, parce que l'enjeu, il est important aussi dans l'alcool. Je pense que dès l'instant où on met en place une stratégie de dépistage, il faut qu'on assume le fait qu'il faut qu'on prenne en charge les patients dépistés. Et mettre du Liver-Pro partout, si on n'a pas les filières de soins qui permettent d'accueillir les patients qui vont avoir besoin d'être pris en charge, c'est un enjeu important. Et je pense que nous, on a en tant qu'hépatologue actuellement une responsabilité, comme les urgentistes quand ils dépistent l'hépatite C. Si on dépiste quelqu'un, il faut pouvoir le prendre en charge. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Merci beaucoup François pour cet exposé, c'était passionnant.